NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Rien ne peut être construit sur la haine, l'amertume et la vengeance. Nous avons souffert du tribalisme, qui n'est pas un phénomène exclusivement congolais, mais qui sévit malheureusement sous divers aspects tout le continent et menace la stabilité de nos États. Certaines circonstances ont fait que le tribalisme au Congo a pris une valeur de symbole. Dans ces conditions, nos efforts pour le juguler prennent une valeur de test pour toute l'Afrique. Ces propos de Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo, qui reste d'une étonnante actualité, traduisent un peu la perception, mais également les convictions profondes qui ont animé ce tribun des années d'indépendance, que l'histoire semble avoir quelque peu oublié. C'est à ce personnage de premier plan du Congo que nous allons consacrer plusieurs éditions d'Archives d'Afrique. Indépendance yo ya biso e jari ya la communauté mindele o la bato ba indo o sepela erongo indépendance ya République du Congo. Nous sommes le 30 juin 1960. Le Congo belge s'apprête à accéder à la souveraineté internationale, à l'indépendance. Malgré la réticence des colons belges qui voient s'envoler leurs privilèges, les Congolais de toutes les régions ont tout organisé pour célébrer dignement ce moment historique et décisif. La date de cette indépendance a été choisie lors de la table ronde de Bruxelles. Devant le Parlement où s'est massée une foule enthousiaste, se succèdent des limousines noires d'où sortent les responsables nationaux et les personnalités étrangères qui ont été conviés à cette circonstance solennelle. Des arrivées rythmées par les cris de joie et les chants des nombreux groupes de danse. Aujourd'hui, la musique couvre le bruit du fleuve Congo. Et même le vent est au rendez-vous. Devant le palais de la nation, il fait flotter le drapeau du nouvel État, bleu constellé d'étoiles dorées. C'est le moment tant attendu. Le jeune roi Baudouin de Belgique, pas très à l'aise, qui a d'ailleurs été quelque peu bousculé la veille, est invité à prendre la parole pour prononcer le discours d'indépendance. Il n'a pas oublié ce jeune badaud qui a osé arracher son sabre royal dans les rues de Léopoldville. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Dans ce discours qui va être particulièrement long, le roi Baudouin, sur un ton paternaliste, va également faire un hommage appuyé à la colonisation, avant d'adresser une série de mises en garde aux nouveaux responsables et au peuple congolais. Il leur explique ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent éviter. N'ayez crainte de vous tourner vers nous. Nous sommes prêts à rester à vos côtés pour vous aider de nos conseils. Une posture de supérieur qui ne va pas plaire à l'assistance congolaise, qui n'aime pas beaucoup cette attitude condescendante. Pourtant, celui qui a été choisi pour prendre en main les destinées de la jeune nation, Joseph Kasavubu, le nouveau chef de l'État, ne va pas se laisser gagner par la colère. Sur un ton pondéré et poli, il répond au roi Baudouin. Nous serons pour cela dans ce vaste chantier de 14 millions d'âmes qui est notre pays, éclairer et guider tous ceux qui œuvrent dans l'enthousiasme. C'est cette communauté d'efforts, de plein et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Nous montrerons ainsi au monde
par nos actes que nous sommes dignes de la confiance que le peuple a placée en nous et que de nombreux pays nous témoignent déjà. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment où nous ressentons incessamment le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Le président de la République, Joseph Kasavubu, pour éviter l'incident, pour ne pas plomber un peu plus une atmosphère électrique, pour ne pas gâcher la fête, va terminer son discours sans lire la partie consacrée au roi Baudouin. Mais dans la salle, un autre personnage ne peut retenir sa colère. Patrice Emery Lumumba. Pour lui, il n'est pas question de laisser passer ce qu'il considère comme un affront de la part du roi Baudouin. Il n'est que le Premier ministre et l'ordre du jour n'avait pas prévu qu'il prenne la parole ce 30 juin 1960. Mais il ne résiste pas à la tentation de dire ce qu'il pense au souverain belge. Pour lui, le discours de Joseph Kasavubu a été trop élogieux vis-à-vis du roi qui présente cette indépendance comme un cadeau. Lumumba, sans en avoir prévenu le président, veut rappeler aux dirigeants de Belgique que cette souveraineté est l'aboutissement d'une longue et sanglante lutte. Patrice Lumumba, à qui le président de la Chambre a finalement donné la parole, va commencer son discours en ignorant superbement les cires et autres excellences d'usage. Une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. D'une voix calme mais ferme, sous les applaudissements de ses compatriotes, il fait le procès de la colonisation belge et rappelle à l'assistance toutes les humiliations endurées. Malgré la gêne du roi, il ne se démontre. Belgique, le roi Baudouin réunit les membres de sa suite et menace de regagner immédiatement son royaume si le gouvernement ne repart pas l'offense. Un arrangement est trouvé le soir même au banquet où Patrice Lumumba lit un discours rédigé par le Premier ministre belge. Mais sans grande importance. Le matin, le discours est passé. Le docteur Longombenza, un proche du président Kasavubu, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'ancien chef de l'État, revient sur les circonstances de cet incident qui a marqué la proclamation de l'indépendance du Congo. Pendant la manifestation, un Belge rédige quelque chose et donne ça. C'est un socialiste belge. Il glisse le mot
à M. Lumumba. Vous voulez dire que c'est pas Patrice Lumumba qui a rédigé le mot qu'il a lu ce jour-là? Il a ajouté quelques mots, mais c'est un conseiller belge, un socialiste qui lui a donné ses papiers. Et je pense que M. Lumumba était piégé, il n'a pas compris. Et c'est en ce moment-là, avec la ferveur de l'indépendance, avec le talent de tribun qu'il avait, et il improvise le discours. C'est un Belge socialiste qui lui a donné ces mots-là. Le Congo était piégé. Piégé ou pas, cette réaction, ce discours de Patrice Lumumba va le rendre célèbre sur toute la planète. Elle va contribuer à forger l'image de nationaliste qui va lui coller à la peau toute sa vie. Elle va dans le même temps donner une image d'homme des Belges, de collabo ou en tout cas de proche du colon à celui qui, ce 30 juin 1960, devient le premier président de la République démocratique du Congo. Dr Longo Mbenza, proche du président Kasavubu. La veille, ils ont négocié par voie diplomatique que Sa Majesté le roi Baudouin allait prononcer le discours et la réponse viendrait de M. Kasavubu. Ça, c'est des négociations par voie diplomatique et que le Premier ministre, M. Lumumba, n'était pas prévu dans le protocole. Et M. Kasavubu, comme je vous ai dit, qui avait déjà la tradition constitutionnaliste, et vous savez, les Belges eux-mêmes l'appelaient le roi, il devait faire preuve de retenue, de réserve, et entrer déjà dans l'habit de ses fonctions. Une attitude de sage qui finit presque par occulter son important engagement militant, sa lutte pour l'indépendance du Congo. Et même son rôle dans la libération de Patrice Lumumba qui croupissait en prison pour une sombre affaire de gestion des chèques postaux. Qui est en réalité ce tribun qui, sans pousser de la voix, devient ainsi le premier président de l'un des plus vastes territoires d'Afrique. Né vers 1913 à Kinkuma Dizi, près de Tchela, au Mayombe, dans la province du Bas-Congo, Joseph Kasavubu est le dernier des 8 enfants de Mvumutiku, qui, ayant acquis les notions de portugais, a émigré quelque temps dans le Cabinda voisin pour servir d'interprète aux commerçants ambulants de la région. Après avoir donc fait fortune dans un métier, il est revenu à Tchela, où il a épousé la mère de Kasavubu, qui va lui donner une abondante progéniture. Mais dans le petit village, la situation prospère de son père suscite pas mal de jalousie, ce qui va même l'amener à vivre un peu à l'écart, ce qui ne résout pas pour autant le problème. On l'accuse de sorcellerie, et les choses vont prendre de l'ampleur lorsqu'une esclave, une bonne qui vit chez lui, va tomber gravement malade. Tout le village l'accuse d'être responsable de son état. Pour mettre fin à ces accusations, il se résout, comme c'est la tradition dans cette région lorsqu'on est accusé de pratique de sorcellerie, de boire le kadi. Le principe est d'ingurgiter un poison rituel remis par le chef du village. Si l'on n'en meurt pas, si l'on ne trépasse pas, cela signifie que l'on est innocent. C'est le cas de Mvumutiku qui est ainsi innocenté. C'est ce jour même que son épouse va donner naissance à un bébé à qui le père, en souvenir de ce jugement, va donner le nom de Kassa, qui signifie poison, ou épreuve ou jugement, et Mvubu, qui veut dire « cela ne vous regarde pas ». Le nouveau-né a une peau anormalement claire qui va faire dire à certains, qui va faire écrire plus tard dans des biographies qu'il a eu un parent chinois, tellement sa peau était claire. Dr Longo Mbenza, vous qui l'avez bien connu, qui avez vécu très très près de lui et qui avez écrit une de ses rares biographies, avait-il dans son arbre généalogique un Chinois? D'où vient cette histoire de parenté asiatique? Non, vous savez, notre village a été l'objet de diabolisation avant l'indépendance. D'abord parce que le président Joseph Kasavubu faisait déjà preuve d'autonomie, de libre pensée, et on a dû mener les enquêtes un peu génétiques. On a fait l'arbre généalogique de tous nos parents, parce que la peau du président Kasavubu était très claire. Et il n'est pas chinois, il n'a jamais été chinois. Mais par contre, nous avons fait des études nous-mêmes, en tant que chercheurs médecins. Dans ce village, il y a eu quelques mutations. Les gènes qui donnent quelques maladies de surdité. Et le même gène se retrouve en Israël et en Chine. Il n'a pas de parents chinois. Donc, et cela a été exploité par les Belges autour de 1960 pour dire aux Congolais que le président Kasavubu était chinois.
et qu'il ne devait pas être le chef des Bas-Congo pour conquérir l'indépendance. Donc, il n'est pas chinois. Quoi qu'il en soit, le jeune garçon ne va pas jouir bien longtemps de la présence de sa mère Mavungu Mpoba, qui décède alors qu'il n'a que 4 ans. C'est son frère aîné Michel Sambou qui va dès lors s'occuper de son éducation. Dès l'âge de 12 ans environ, il est baptisé et commence ses études primaires. Il est d'abord inscrit au catéchuménat de la mission de Kizu, située à 6 km de son village. Une école, un centre tenu par les missionnaires Hut. Une congrégation belge fondée dans le quartier d'Anderlecht à Bruxelles et très présente au Congo belge dans ces années 1900. Il va y poursuivre l'ensemble de ses études primaires et secondaires, ce qu'on appelait ses humanités latines au petit séminaire de Mbatakiela, avant d'être admis au grand séminaire de Kouabele-Louloabourg dans le Kasaï, où il va poursuivre des études de philosophie. Se rendant très vite compte qu'il n'a pas la vocation sacerdotale, il quitte le grand séminaire et commence à exercer comme enseignant dans l'une des écoles de la mission catholique du Mayombe, Kasavubu-Inov. Il donne tous ses cours en français. Cela fait sensation. Dr Longo Menza, son biographe. C'est le premier enseignant au Congo qui fait la révolution, qui enseigne en français. Je voulais qu'on enseignât en langue vernaculaire, et Kasavubu est le premier enseignant français. Voilà la francophonie. 2 années plus tard, il quitte l'enseignement où il estime que les salaires sont trop bas pour entrer dans une entreprise coloniale, Agrifort. Mais il ne va rester dans cette société que 2 ans puisqu'il va être engagé en 1942 dans l'administration centrale comme aide comptable au service des finances du gouvernement colonial. Il est désormais à Léopoldville. Il est bien dans son nouveau travail puisque son honnêteté scrupuleuse et son sens des responsabilités vont tout de suite faire de lui l'homme de confiance de ses responsables. C'est dans ces conditions qu'il va convoler en juste noces en 1941 avec Kangou Hortense Ngoma Masunda. Installé à Léopoldville, devenue la capitale du Congo belge, Joseph Kasavubu, jeune cadre de l'administration coloniale, est également membre de l'Union des intérêts sociaux congolais, l'UNISCO, une association dont le but est de combattre les discriminations raciales et l'amélioration des conditions des Congolais. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il va tenir une conférence qui s'intitule « Le droit du premier occupant ». Sous le couvert d'un exposé des droits coutumiers, Joseph Kasavubu va développer l'idée selon laquelle le sol congolais appartient aux premiers occupants, c'est-à-dire aux Congolais, et qu'il devait par conséquent leur être rendu. Ce discours très osé pour cette époque et prématurément révolutionnaire est très mal vu par l'administration coloniale. Surtout que certains membres de l'UNISCO se sont désolidarisés de ces propos. Mais dans le même temps, après cette sortie, il va subir à Léopoldville les influences parfois divergentes de nombreux groupes d'évolués venant de diverses provinces. Il va connaître notamment la pression constante de l'Abako, un mouvement ethnique et culturel qui milite pour l'unification, la conservation et le perfectionnement de la langue kikongo. L'Abako, créé en 1949 par Edmond Nzenza-Landou, il était associé au père jésuite dans l'œuvre de création de ce mouvement, ce qui répugnait Kasavubu au plus haut point. C'est pourquoi il refusait jusque-là d'en être membre. Pour lui, cette présence ecclésiastique ne se justifiait pas. Dr Longo Menza, auteur d'une biographie de Joseph Kasavubu. Je suis content que RFI, qui est une radio mondiale, puisse refaire l'historicité, l'authenticité et la véracité de cette mouvance. Cette mouvance, je vais vous dire, elle a été initiée par les jésuites. Ce sont les pères jésuites à consonance un peu flamencante, un peu de néerlandophone, les flamands, qui vont essayer de stimuler les Bas-Congo dans cette association pour les contrôler. Et c'est pour cela que le président Joseph Kasavubu n'a jamais pris l'inscription à cette alliance, parce qu'il s'est méfié un peu de ces religieux qui contrôlaient tout. Mais lorsque, à l'intérieur, il y a la pression qui fait qu'on puisse écarter en douceur M. Edmond Nzenza-Landou, c'est en ce moment-là que le président Kasavubu surgit. C'est un peu comme une prédestination et on les propose au poste de président. Et lui, il les transforme. Ça n'a jamais été un mouvement ethnique.
tenez, parce que les Bakongo, c'est une nation plurielle. Ils sont en Angola, ils sont au Congo-Brazzaville, ils sont au Gabon. Et donc, ils avaient déjà cette majesté d'esprit. Nous avions le royaume Congo avec notre monarchie constitutionnelle. Le 21 mars 1954, au stade de la Reine Astrid, devenu depuis stade du 24 novembre, l'Abaco tient une réunion extraordinaire. Joseph Kasavubu est là pour la première fois. Il est assis au fond de la salle mêlé à la foule. Nzenza Landou, le président, dépose sa démission pour se consacrer désormais à son journal. Joseph Kasavubu est proposé à la présidence sous un tonnerre d'applaudissements. Visiblement, il ne s'y attendait pas. Faustin Zantoko Basolongo, un des membres influents de la jeunesse de l'Abaco, était là à cette époque. Ce qui en fait de lui rapidement leader, c'est prise de position. C'est prise de position. Par exemple, quand il a été déjà secrétaire à l'UNESCO, l'UNESCO, c'était l'association qui était présidée par Bolikango, ancien des pères de Skate. Là, M. Kasavubu, en tant que secrétaire, il a improvisé un discours intitulé « Le droit du premier qui passait en 1946. Depuis cette année, M. Kasavubu a écopé une sanction, la sanction la plus lourde de la part du régime colonial. C'est ce qui a fait déjà connaître son nom à travers dans les milieux, dans le salon de l'intellectuel ici à Kinshasa. Et quand il deviendra Abaco, qui était un simple mouvement culturel, M. Kasavubu va déborder les positions culturelles pour en faire vraiment pour verser dans les revendications d'ordre politique. En devenant le président de l'Abaco, l'un des plus importants mouvements de la colonie belge, Joseph Kasavubu va lui donner un caractère de plus en plus politique. Il commence d'abord par mettre en place des bases solides et par lui assurer son expansion. Il multiplie les adhésions. Le mouvement contribue à faire prendre conscience aux populations de leurs forces et les incite de plus en plus à dénoncer les injustices dont elles sont victimes de la part du colonisateur. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus de voix en Europe, essentiellement dans la classe intellectuelle, devant le nationalisme qui enfle dans les colonies, notamment françaises, débattent de l'idée de l'émancipation de ces peuples qui ont participé aux côtés des Alliés à la libération de leur pays. Les revendications de plus en plus précises des nationalistes qui par endroits acceptent de mourir plutôt que de rester dans l'esclavage animent les débats et les réflexions dans certains milieux. Les universitaires belges ne sont pas en reste dans ce bouillonnement d'idées très timides à leur début. Un professeur, Jean Nicaise, du centre universitaire de Kisantu à Gang, va même donner une conférence sur la formation politique des indigènes du Congo. Il y insiste pour que la Belgique envisage la préparation de l'émancipation de la colonie. Mais la majorité des dirigeants ne voient pas les choses dans ce sens. Les bénéfices, les richesses qu'ils tirent dans certaines de ces colonies sont beaucoup trop importantes et précieuses pour qu'ils songent à s'en passer et à les abandonner aux nègres. Le 4 octobre 1954, dans un discours prononcé à l'ouverture de l'année académique de l'Institut de formation sociale coloniale à Bruxelles, Jeff Van Bilsen prône la recherche des solutions audacieuses et pacifiques devant les menaces accumulées depuis la guerre contre les régimes coloniaux. Dans un article publié la même année, il parle de la mise au point d'un timing en vue de l'émancipation de la colonie. Il s'agit d'un plan de 30 ans pour l'émancipation politique de l'Afrique belge. Pour lui, elle doit s'étaler dans le temps et s'achever dans 30 ans. C'est au terme de cette période que débuterait l'autonomie politique. 30 ans pour bien former une génération de cadres. Le professeur, auteur du plan, plaide également pour l'introduction des partis politiques métropolitains et l'extension des activités syndicales belges à la colonie. Il s'agissait selon lui de placer les jalons de l'autogestion. Ces idées de Jeff Van Bilsen ne reçoivent naturellement pas un accueil chaleureux en Belgique. Pour beaucoup là-bas et surtout dans les colonies, elles étaient tout simplement scandaleuses. Une trahison. Dans le même temps, au Congo, un certain nombre de leaders vont mieux recevoir, mieux accepter les propos de ce professeur, publié à Léopoldville le 1er juillet 1956.
Un cercle d'études des intellectuels congolais autour de l'abbé Maloula, ancien collègue de Kasavubu et futur cardinal, rejoints par Iléo, Ngalula, Ngwenza, vont publier un texte intitulé « Manifeste de la conscience africaine » qui va dans le sens des idées du professeur Van Bilsen. Ils sont d'accord pour une autonomie à l'horizon 30 ans. Ils vont plus loin en dénonçant la création des partis politiques dans le pays. Des partis politiques synonymes pour eux de division, alors que les Congolais ont besoin d'union. Des idées contre lesquelles s'insurge Joseph Kasavubu. L'Abaco, son mouvement, réagit immédiatement pour démontrer qu'il y a des partis politiques congolais bien implantés sur le territoire. Des commissions sont constituées pour étudier ce manifeste. Le 23 août 1956, l'Abaco publie son manifeste à lui, où il ne demande rien d'autre que l'indépendance immédiate du Congo. C'est le premier acte de sa carrière politique. En réclamant l'indépendance immédiate, il se singularise vraiment. Un geste fort qui va, dans les années qui s'annoncent, le mettre à la fois dans la ligne de mire des colons belges et de quelques adversaires politiques locaux. La lutte nationaliste pour ce tribun pas vraiment doué pour les grandes joutes populaires ne fait que commencer, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la seconde partie de cette série que nous lui consacrons. Dans un instant, une nouvelle édition du Jour Mathieu Radio France Internationale, et puis nous nous retrouvons juste après pour la suite d'Archives d'Afrique, spécial Joseph Kasavubu. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique à la FOCA. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je rends un vibrant hommage au gouvernement qui se retire aujourd'hui pour son programme remarquable, programme économique et social, et qu'il a réalisé dans tous les domaines. J'invite le nouveau gouvernement de poursuivre ce programme économique et social. Aïe! 5 ans à la tête de l'État congolais. Pourtant, lorsque l'on parle des personnages qui ont marqué l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo, le grand public semble souvent ignorer le rôle de premier plan qu'a joué le président Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu, dont l'histoire aura, c'est certain, été quelque peu occultée par la situation insurrectionnelle qui a suivi l'indépendance de la jeune nation, mais également par l'activisme de son premier ministre, Patrice Emery Lumumba, qui lui aura tellement fait de l'ombre que l'on ne se souvient plus qu'il fut l'un des premiers à réclamer l'indépendance immédiate de son pays dès l'année 1954. Suite de notre série consacrée à ce tribun au verbe simple et diplomate. 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, les revendications nationalistes qui s'amplifient dans les colonies suscitent de plus en plus de débats en métropole. Même si les dirigeants et les colons refusent obstinément d'envisager la libération, d'accorder leur souveraineté à ces peuples qui pourtant se sont battus avec courage à leur côté contre l'Allemagne nazie, dans les cercles intellectuels, notamment universitaires, l'on débat de plus en plus de l'émancipation inéluctable de ces peuples colonisés. Pour beaucoup, il faut commencer à l'envisager. La presse et les universitaires belges ne sont pas en reste dans ce domaine. Et c'est dans ce climat que le professeur Jeff Van Bilsen va publier en janvier 1956 un plan de décolonisation en 30 ans du Congo belge. Il y parle de la mise au point d'un timing en vue de l'émancipation de la colonie. 30 ans, le temps nécessaire à la formation des cadres. Une idée qui lui vaut d'être traitée par l'administration belge et les colons de traite, mais qui dans le même temps est chaleureusement accueillie par certains intellectuels congolais comme l'abbé Maloula, qui, avec Iléo, Ngalula et Ngwenza, vont s'appuyer sur ces idées pour écrire et publier le manifeste de la conscience africaine.
Dans ce texte, ces intellectuels congolais vont même plus loin dans leur soutien du plan de 30 ans. Ils s'opposent, en plus des restrictions proposées par Jeff Van Bilsen, à la création des partis politiques qui, selon eux, sont source de divisions alors que les Congolais ont besoin d'union. L'Abako, le mouvement tribal qui a pris un caractère politique, va immédiatement réagir face à cette théorie du colonisé incapable de se prendre en main, qui a besoin des autres, des maîtres qui lui témoignent peu de considération et qui l'exploitent pour l'éduquer. Le 23 août 1956, le mouvement dont Joseph Kasavubu est depuis peu le leader, devant une foule immense, va publier ce qui va devenir le manifeste de l'Abako. Il exige tout simplement l'indépendance immédiate. Le mot magique et tabou jusque-là est lâché. Et cela se passe à Léopoldville, la capitale majoritairement habitée par les Bakongo. C'est l'enthousiasme et le délire. L'administration coloniale, quelque peu surprise, prend peur. Dans les milieux coloniaux, c'est la panique. Même chose pour certains groupes de missionnaires et quelques intellectuels congolais. Cette union sacrée va contre-attaquer en diabolisant l'Abako et son président Joseph Kasavubu. On les traite de séparatistes, de xénophobes, qui ne demandent l'indépendance que pour le Bas-Congo. Il va faire l'objet d'attaques de toutes sortes tout au long de l'année 1957. Surtout que ses positions nationalistes sont précises et sans violence. Faustin Zantoko Basolongo était un des responsables de la jeunesse de l'Abako. Le chef de la cité indigène du Congo était nommé par le gouvernement belge. Mais c'est Kasavubu le premier Congolais qui va revendiquer chaque Kinshasa que le chef de la cité indigène soit élu et non pas nommé par l'administration coloniale. Même si l'Abako est particulièrement revendicatif avec des positions nationalistes, il faut dire qu'à ce moment précis, justement, il a une vision fédéraliste. Sa préoccupation n'est pas l'intégralité du Congo, mais sa région, le Bas-Congo ou Congo central. Monsieur Faustin Zantoko Basolongo, vous étiez un de ses proches au sein de l'Abako. C'est un fait que Joseph Kasavubu était fédéraliste, non? M. Kasavubu était fédéraliste, mais il demandait l'indépendance pour tout le Congo. Alors, l'indépendance ne concernait pas le Congo, mais il concernait tout le Congo, et non pas pour sa région simplement. La position fédéraliste de l'Abako est exploitée par l'administration coloniale qui crée une union sacrée composée des ethnies Mongo et des Bangala pour essayer de déstabiliser l'Abako et d'empêcher une union entre l'ensemble des peuples congolais. Joseph Kasavubu est à ce moment-là l'homme à abattre. Décembre 1957, on vote à Léopoldville. Des élections municipales d'où va sortir le bourgmestre de la capitale. L'Abako remporte 130 sièges de conseillers sur les 170, soit 78,2% du conseil pour Kasavubu. Un triomphe. Le président général de l'Abako devient le bourgmestre de Dendal. Une victoire éclatante qui vient le positionner en interlocuteur incontournable. Et il va, lors de son discours d'investiture prononcé devant une foule en délire, faire le procès de la colonisation. Il demande entre autres l'organisation d'élections générales au suffrage universel, la liberté de la presse et l'autonomie interne. Les Belges présents préfèrent s'en aller avant la fin de son message. Il refusera ensuite de hisser le drapeau de la Belgique devant sa maison. L'administration va lui infliger une sanction disciplinaire, mais il jouit d'un immense prestige auprès de ses compatriotes. Pendant ce temps, sur l'autre rive du Congo, juste en face, à Brazzaville, les choses s'accélèrent. Le débat n'est plus à l'opportunité ou non d'octroyer aux populations, aux indigènes, une certaine autonomie. La France, confrontée à la poussée nationaliste, aux revendications d'indépendance qui se multiplient dans ses colonies, mais surtout à la guerre qui secoue l'Algérie, a décidé d'une amélioration du statut des Africains. On parle d'un référendum pour l'adoption d'un statut de communauté. Le général de Gaulle, l'homme du 18 juin 1940, qui s'est appuyé sur les troupes africaines pour repartir à la conquête de la France occupée, dans une longue tournée continentale, est venu justement à Brazzaville pour faire campagne en faveur de son projet de communauté. Nous sommes en 1958. Quelle proposition, quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous? C'est celui de la communauté. Ce qui est proposé, c'est que la métropole et les territoires forment ensemble une communauté dans laquelle, je le répète, chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même. Cette communauté aura des institutions, le président de la communauté, le conseil exécutif de la communauté où se réuniront les chefs de gouvernement avec les ministres chargés des affaires communes,
et le Sénat de la communauté, formé par les représentants de tous les territoires et de la métropole, et qui délibérera des affaires communes. Enfin, une cour d'arbitrage pour régler sans heurts les litiges qui pourraient se produire entre les uns avec les autres. Cette communauté-là, je vais la proposer. Je vais la proposer à tous et à toutes ensemble, où qu'ils soient. On dit, mais nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. Cette proposition, certains leaders comme Sékou Touré en Guinée vont la saisir pour réclamer dans un climat passionné l'indépendance immédiate, en amenant leur peuple à voter non à l'idée de la communauté. La Guinée devient ainsi la première des colonies françaises à accéder à la souveraineté internationale, à l'indépendance. Nous sommes en 1958. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États africains s'associeront à la République française et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes. Notre option fondamentale, qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative. Ce climat de passion, cette euphorie, cette ambiance de libération, ce vent de sédition contre l'oppression coloniale qui se manifeste également dans certaines colonies britanniques comme le Ghana, qui a accédé l'année précédente lui aussi à l'indépendance, avec à sa tête le panafricaniste Kwame Nkrumah, vont conforter les nationalistes congolais dans leur combat. L'évolution dans les colonies françaises et anglaises paraît surréaliste pour les Belges qui n'envisagent pas encore un tel statut pour le Congo avant plusieurs décennies. Un retard qu'un autre nationaliste qui a entrepris de rendre visite à ces panafricanistes ne peut accepter. Pour Patrice Lumumba, la Belgique ne respecte pas son peuple. La colonisation est une situation inacceptable. Nous ne sommes pas contre le blanc. Nous ne sommes pas contre l'Occident. Nous ne sommes contre personne, mais uniquement contre ce régime colonial, ce régime d'oppression, d'injustice, d'exploitation mercantile qui fait la honte de ce 20e siècle de progrès. Pour seule réponse aux revendications des nationalistes, l'on va autoriser la création des partis politiques en 1958 au Congo belge. Au mois d'octobre de la même année, est créé le mouvement national congolais, le MNC. Patrice Lumumba s'en attribue la présidence aux grandes dames de ses pères Albert Kalonji, Joseph Ngalula, Joseph Ilio et autres grands indépendantistes qui deviendront plus tard ses ennemis. Mais en face, l'ABACO reste la formation la mieux structurée. Et c'est par elle que le Congo va connaître sa révolution. Janvier 1959, dans l'excitation causée par les initiatives du général de Gaulle à l'égard des territoires d'outre-mer, des mouvements s'organisent au Congo. La cristallisation se fait autour du thème de l'indépendance. Le 4 janvier, un meeting de l'ABACO est annulé à la dernière minute par les autorités. Trop tard. Les foules sont déjà en mouvement dans les quartiers surpeuplés des communes congolaises où sévissait un chômage massif parmi les jeunes. Les forces publiques sont requises. Léopoldville s'embrase. Ratissage et affrontements vont faire plusieurs dizaines de morts et de centaines de blessés. Le lendemain, c'est-à-dire le 4 janvier, la cité indigène de Léopoldville est soumise à l'occupation militaire et au régime de couvre-feu. Une ordonnance du gouverneur général autorise de renvoyer dans son territoire d'origine, je cite, toute personne démunie depuis 1 mois au moins de moyens d'existence suffisants, réguliers et honnêtes. Sur cette base, un grand nombre de chômeurs est expulsé de la capitale vers son hinterland, contribuant ainsi à répandre là-bas le virus de la contestation. Tous les leaders de l'ABACO sont mis aux arrêts et déportés en Belgique. Joseph Kasavubu, Daniel Kanza, Simon Zenza, Gaston Diomi, Arthur Pinzi et quelques autres membres du mouvement. En plus, Joseph Kasavubu est révoqué de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Dendal. L'ABACO est également dissoute pour, je cite, « menace pour la sécurité publique ». Il faut dire que l'administration belge a été prise de court.
En plus, ces événements sanglants ont provoqué dans la métropole un certain effondrement. Comme l'écrit un journaliste, d'un coup, c'est tout le Congo Dream, le grand rêve belge d'une colonie modèle et harmonieuse, qui s'écroule brutalement. D'une manière dramatique, l'onde de choc des émeutes de Léopoldville submerge la Belgique. Les milieux politiques sont en ébullition, avec d'un côté ceux qui veulent absolument maintenir la domination coloniale, qui accusent les progressistes d'avoir provoqué la catastrophe. Puis de l'autre, ceux qui estiment que ces émeutes sont les signes avant-coureurs d'une insurrection générale au Congo, à l'instar de l'Algérie. La réunion du Parlement le 8 janvier se fera dans un chaos indescriptible, avec les partis qui fuient de tous les côtés leurs responsabilités. Devant ce désordre où le gouvernement ne parvient pas à trouver une réponse claire, le jeune roi Baudouin décide de le doubler et d'agir dans le plus grand secret. Il enregistre lui-même un message où il utilise clairement le mot « indépendance ». Aucun ministre n'est mis au courant. La déclaration gouvernementale devant être lue au Parlement le 13 janvier à 14h, le roi décide que son message sera diffusé 1 heure plus tôt par la radio belge. Assez méfiant envers l'administration de la colonie, le roi Baudouin charge un de ses officiers d'ordonnance, le major Hush, d'amener à Léopoldville une copie de l'enregistrement et de faire passer le message au même moment qu'à Bruxelles. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. Le discours est un coup de tonnerre et une intense surprise en Belgique et au Congo. Le roi reconnaît le droit des Congolais à l'indépendance ainsi que la nécessité d'une évolution rapide. Après le discours du roi Baudouin où il a clairement été reconnu aux Congolais le droit à l'indépendance, le gouvernement social-chrétien libéral en place à Bruxelles propose aussitôt les premières étapes de ce processus. Élections de base, instauration progressive d'un régime de liberté publique, renouveau dans les relations interraciales. Le pouvoir colonial restait persuadé qu'il pouvait conduire le Congo lui-même jusqu'à l'indépendance et à la démocratie parlementaire. Il comptait en organiser les étapes. Mais ce qu'elle semblait ignorer, c'est que les émeutes de janvier 1959 avaient totalement discrédité la haute administration coloniale, à la fois aux yeux des Congolais, mais également des pouvoirs et de l'opinion belge. Sur place, au Congo, pilulent alors des groupes momentanés qui se déclarent comme étant des partis politiques. Leur seul point de convergence étant le discours du roi sur lequel ils sont tous d'accord. Mais sur le fond, des revendications sont formulées par les partis les plus nationalistes en faveur d'un calendrier accéléré. Dans le même temps, l'Abaco lui exige la libération de ses chefs et l'indépendance immédiate, ne fût-ce qu'en faveur des groupes et régions les plus avancés. Le MNC, le mouvement national congolais de Patrice Lumumba, souhaitait que l'on fixe la date des élections générales au suffrage universel qui doterait le pays d'Assemblée nationale à 1961. Au Katanga, le Konakat, parti le plus représentatif de la zone cuprifère, se déclarait plutôt en faveur d'un Congo fédéral, confédéral, voire morcelé. Cette thèse du morcellement bénéficiait de l'appui du colonnat blanc et des sociétés européennes installées sur place. Elle évitait, selon leurs calculs, les ponctions abusives de la capitale dans les ressources naturelles du Katanga. Ce fédéralisme était également partagé par l'Abaco qui souhaitait dans le même temps une indépendance sans allégeance au roi belge. Dans ce fédéralisme, les responsables de l'Abaco voyaient à la fois un moyen de réaliser l'émancipation immédiate du Bas-Congo sans devoir attendre le mûrissement des régions sous-développées et aussi éventuellement une formule permettant de recréer avec leurs frères des autres colonies une unité politique Bas-Congo, le Congo central. Sous la pression de ses partisans, Joseph Kasavubu est libéré. Après un bref voyage en métropole, il lance une campagne pour la création d'une république du Congo central et se prononce en faveur du fédéralisme. Son parti devient l'Alliance des Bas-Congo. C'est d'ailleurs cette option fédéraliste que les Belges vont utiliser pour l'affaiblir. Au mois d'octobre 1959, de son côté, le MNC, le mouvement national congolais de Patrice Lumumba, organise une réunion unitaire à Stanleyville avec d'autres partis qui sont d'accord pour réclamer l'indépendance immédiate et inconditionnelle. La foule manifeste en masse son adhésion. Encore une fois, la police charge et essaie d'arrêter Patrice Lumumba. Elle tire et tue plusieurs manifestants et partisans du leader nationaliste. On dénombre une 20aine de victimes. Arrêté, le leader du mouvement est condamné à 6 mois de prison et envoyé au Katanga pour purger sa peine.
Ces nouvelles violences vont définitivement discréditer l'administration coloniale, désormais perçue comme violente et incapable de comprendre la mutation qui est en train de se produire dans la société congolaise. À partir de cet instant, plus rien ne sera plus comme avant. Le désir d'indépendance ne peut plus être réprimé très longtemps. Ayant renoncé à l'envoi d'un contingent pour maintenir l'ordre et imposer le calendrier de la déclaration gouvernementale, l'autorité belge finit par admettre en novembre 1959 le principe d'une table ronde belgo-congolaise sur le thème de l'indépendance à assurer dans un court délai. Table ronde d'indépendance, table ronde, indépendance. En janvier 1960, Joseph Kasavubu, à la tête d'un cartel des partis fédéralistes composé de l'ABACO, du PSA, le Parti solidaire africain d'Antoine Gizenga, et du MNC d'Albert Kalonji, s'envole pour Bruxelles. Les discussions vont enfin s'ouvrir pour une indépendance du Congo, même fédérale. Mais là encore, rien n'est joué. Certains acteurs sont absents de la table ronde, ce qui n'est pas du tout du goût de Joseph Kasavubu, qui va avoir une exigence surprenante. La libération de Patrice Emery Lumumba, qui croupit à ce moment-là en prison. Nous en parlerons dans la suite de cette série consacrée au premier président de la République démocratique du Congo. Nous évoquerons également les turbulences dans lesquelles son pays va entrer dans les semaines qui vont suivre et le rôle de premier plan qu'il va jouer. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique à l'avocat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Que le chef de l'État, indifférent aux questions et sourd aux critiques, pris devant la nation la lourde responsabilité de mettre le Parlement en vacances et de créer de sa propre autorité une commission constitutionnelle. Dès que certains appétits étrangers s'aperçurent que la voie que le chef de l'État avait choisie s'avérait être la bonne et que le Congo venait à bout de ses difficultés, s'apprêtait à retrouver sa stabilité garantie par des élections, ils mirent tout en œuvre, y compris les moyens subversifs, pour empêcher la mise en application effective de la nouvelle Constitution. Peu de gens se souviennent que Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo, fut dès les années 1950 le premier à réclamer l'indépendance immédiate de son pays. Une idée folle dans cette période où les plus optimistes, comme le professeur belge Jeff Bilson, prévoyaient l'accession à la souveraineté internationale de cette colonie belge à l'horizon 30 ans. C'est-à-dire vers les années 1980. Un horizon qui réjouissait d'ailleurs pas mal de nationalistes et évolués congolais. Pas Joseph Kasavubu qui va, au sein de la BACO dont il est le leader, intensifier le combat pour l'indépendance. Suite aujourd'hui de notre série consacrée à ce personnage, à qui l'histoire n'aura pas vraiment rendu justice, tant il est absent dans les manuels et dans les archives de son pays. Décembre 1955. Dans l'ambiance du débat sur la capacité du nègre à s'émanciper, sur l'opportunité de faire évoluer son statut, débat suscité par la multiplication des mouvements nationalistes qui intensifient leur lutte, le professeur flamand Jeff Van Bilsen publie en Belgique un texte considéré comme progressiste, qui propose un plan de 30 ans pour la décolonisation du Congo. 30 ans, le temps nécessaire à la formation des cadres. Il s'agit selon lui de placer les bases de l'autogestion. Une idée qui ne reçoit naturellement pas un accueil chaleureux en Belgique, où beaucoup parlent de scandale et même de trahison. Même colère dans les milieux coloniaux au Congo. Ce texte va même être favorablement reçu par quelques leaders congolais, notamment un cercle d'intellectuels réunis autour de l'abbé Maloula, ancien collègue de Joseph Kasavubu, de Joseph Ileo, Ngalula, Ngwenza et autres, qui publient de leur côté et à leur tour le manifeste dit de la conscience africaine.
Dans ce texte, il rejette l'assimilation et se prononce justement en faveur de ce dialogue qui va aboutir à l'émancipation du Congo belge dans une génération seulement. Mais la réaction la plus forte, la plus radicale, va être celle de Joseph Kasavubu, l'auteur du manifeste de l'Abaco, qui exige l'indépendance immédiate. Une position courageuse qui va faire de lui l'un des principaux leaders nationalistes dans le pays malgré les accusations des Belges qui le présentent comme un fédéraliste qui ne souhaite que l'indépendance tribale, celle du Bas-Congo. Il est désormais perçu comme celui qui n'a pas peur des Blancs, comme un leader extraordinaire. Une popularité qui va faire de lui le premier élu bourgmestre de la commune de Dendal, à Léopoldville, lors de la toute première expérience électorale. C'est également fort de cette notoriété, de ce prestige, qu'il va appeler, qu'il va convoquer, qu'il va organiser un meeting de l'Abaco le 4 janvier 1959. Il faut dire que l'Abaco, dont il est le leader, est la formation la mieux structurée du pays. L'autorité coloniale va décider d'annuler la manifestation au dernier moment. Trop tard, la population est déjà en chemin. Léopoldville s'embrase. On va compter plusieurs morts. L'Abaco est également interdite. Et ses dirigeants arrêtés et emmenés en déportation en Belgique. Mais cette agitation, durement réprimée par les autorités coloniales, a suscité de vives réactions jusqu'en Belgique où désormais une partie de la classe politique parle d'émancipation de la colonie. C'est devant ce désordre où le gouvernement ne parvient pas à trouver une réponse claire que le jeune roi Baudouin décide le 13 janvier de passer à l'action, de prendre l'initiative en premier, de parler, d'utiliser le mot indépendance, le mot magique. Dans un monde civilisé, l'indépendance est un statut qui réunit et garantit la liberté, l'ordre, le progrès. Elle ne se conçoit que moyennant des institutions solides et bien équilibrées, des cadres administratifs expérimentés, une organisation sociale, économique, financière bien assise aux mains de techniciens éprouvés, une formation intellectuelle et morale de la population sans laquelle un régime démocratique n'est que dérision, duperie et tyrannie. Après ce discours qui parle clairement d'indépendance, où il a été reconnu aux Congolais le droit à la souveraineté internationale, le gouvernement social chrétien libéral en place à Bruxelles propose aussitôt les étapes de ce processus. Élection de base, instauration progressive d'un régime de liberté publique, renouveau dans les relations interraciales. Le pouvoir colonial restait persuadé qu'il pouvait conduire le Congo lui-même jusqu'à l'indépendance et la démocratie parlementaire. Il comptait en organiser les étapes. Mais ce qu'il semblait ignorer, c'est que les émeutes de janvier 1959 avaient totalement discrédité la haute administration coloniale, à la fois aux yeux des pouvoirs et de l'opinion belge. Au Congo, en cette année 1959, les groupes momentanés qui se déclarent comme étant des partis pullulent. Le discours du roi qui évoque l'idée d'indépendance est leur seul point de convergence. L'Abaco, bien que décapité, reste le principal mouvement organisé, avec une revendication claire, l'indépendance. Mais pour l'instant, son souci, son exigence est la libération de ses leaders. Sous la pression interne de ses militants, Joseph Kasavubu est libéré en mars 1959 et dès le 23 juin de la même année, c'est-à-dire 2 mois seulement après, il lance une campagne pour la création d'une république du Congo central et se prononce en faveur du fédéralisme. Son parti devient l'Alliance des Bas-Congo. Mais l'événement qui va définitivement discréditer le pouvoir colonial et permettre l'ouverture des négociations se déroule en octobre de la même année, lorsqu'une manifestation organisée par le MNC, le Mouvement national congolais de Patrice Lumumba, se termine dans le sang, dans la violence. La police charge et fait plusieurs victimes. Le leader du mouvement, Patrice Emery Lumumba, est arrêté à son tour, condamné à 6 mois de prison et envoyé au Katanga pour purger sa peine. Mais après ces nouvelles violences, plus personne ne trouve crédible cette administration. À partir de ce moment, plus rien ne sera plus comme avant. Le désir d'indépendance ne peut plus être réprimé très longtemps. L'autorité belge, qui a compris que la force ne peut plus imposer l'ordre, finit par admettre le principe d'une table ronde belgo-congolaise sur le thème de l'indépendance dans un bref délai. Les choses s'accélèrent avec l'initiative du leader de l'Abaco, Joseph Kasavubu, qui parvient au mois de décembre 1959 à réunir à Kisantu un important congrès des partis ralliés à la thèse d'une fédération congolaise. Du coup,
Il devient au terme de cette rencontre le représentant non seulement de son parti, mais également d'une véritable coalition nationale. Janvier 1960. Joseph Kasavubu, à la tête d'un cartel des partis fédéralistes composé de l'ABACO, du PSA, le Parti solidaire africain d'Antoine Gizenga, et du MNC d'Albert Kalonji, s'envole pour Bruxelles. Les discussions vont enfin s'ouvrir pour une indépendance du Congo. Du 18 au 19 janvier vont se tenir les travaux préparatoires au ministère des colonies. Dans un premier temps, les participants ont la nette impression que le ministre de Schiller s'emploie à les dresser les uns contre les autres. Ils essaient d'exploiter leur division. Mais la manœuvre n'a pas échappé aux différents mouvements qui décident dès le 19 de la création d'un front commun où ils prennent l'engagement solennel d'unir leurs efforts pour l'accession du Congo à l'indépendance immédiate, dans l'unité et en défendant les mêmes propositions sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. La conférence de la table ronde s'ouvre enfin le 20 janvier 1960 au Palais des Congrès de Bruxelles. Le but de ce forum est de trouver les moyens d'organiser de façon pratique l'exercice du pouvoir. Pendant les premiers jours de la conférence, le Front commun des mouvements congolais pose le problème de l'indépendance comme prioritaire par rapport à celle de l'établissement des structures de l'État futur. La date présentée par les Congolais pour l'accession à la souveraineté est le 1er juin 1960. Le Premier ministre belge propose un calendrier aboutissant au 30 juin de la même année. Après quelques hésitations, le Front commun s'y rallie. Mais pour que le dialogue soit inclusif, pour que la table ronde soit complète, pour que personne ne soit oublié dans cet ultime processus, Joseph Kasavubu exige que Patrice Lumumba, qui est à ce moment-là en prison au Katanga, soit libéré et qu'il assiste lui aussi au débat. Docteur Longombenza, dans le livre que vous avez consacré au président Kasavubu, vous revenez longuement sur cette demande du leader de la BACO qui réclame la présence de Patrice Lumumba, qui pourtant n'appartenait pas à son mouvement. Lorsque les leaders politiques arrivent à Bruxelles, M. Lumumba est en prison. Absolument. Vous le savez très bien. Très bien. Il est en prison. Mais le président Kasavubu dit que, quelle que soit l'infraction, parce qu'il y avait un problème de gestion dans l'entreprise où il était, le président Kasavubu va obliger à ce qu'on libère M. Lumumba. Il était pour un leadership rassembleur. Il craignait aussi des leaders. Voilà, vous voulez dire que c'est le président Kasavubu qui demande aux Belges de libérer Patrice Lumumba qui est en prison à cette date-là? Tout à fait. C'est juste. Ça, c'est la véracité. Ça, c'est l'histoire. Lorsque s'ouvre le débat à la table ronde, dans l'esprit des autorités belges, il ne s'agissait pas d'opérer le passage sans transition à l'indépendance totale pour le Congo. Pour les autorités belges, les institutions congolaises ne devaient pas encore couvrir, pendant 2 ans au moins, l'ensemble des compétences. La défense, les affaires étrangères et la monnaie, notamment, figureraient parmi les compétences réservées, non immédiatement transférées aux Congolais. À cette idée, le Front commun réagit violemment. Après 3 jours de débat, avec l'appui du sénateur Henri Rollin, il parvient à faire accepter la résolution selon laquelle l'indépendance reconnue au Congo doit comporter le transfert de la totalité des compétences, sans que la Belgique s'en réserve aucune. Ainsi s'effondre l'hypothèse d'une période transitoire réservant certaines garanties essentielles à l'autorité belge. Messieurs les délégués du Congo, l'indépendance de votre grand et beau pays est aujourd'hui acquise. Le 30 juin prochain, cette indépendance sera solennellement proclamée et la Belgique s'associe sans réserve à la joie qu'éprouveront les populations du Congo de pouvoir assumer la responsabilité de leur destin. La table ronde terminée, les conclusions tirées, la date de l'indépendance fixée, le Front commun se disloque et se dispute dans la suite du débat sur les institutions à créer. Un consensus est enfin trouvé. Le Congo, malgré les options fédéralistes de certains, notamment de l'ABACO de Joseph Kasavubu, qui n'a pas renoncé à son État du Congo central, ou encore de la CONACAT qui rêvait d'une république du Katanga, va demeurer un État unitaire comme le voulait Patrice Lumumba. Mais certaines concessions sont faites dans le sens des fédéralistes de l'ABACO, du PSA, le Parti solidaire africain d'Antoine Gizenga, et de la CONACAT. Il règne au lendemain de la table ronde une atmosphère très très chargée. Les transferts de fonds vers l'Europe prennent une ampleur telle que les leaders congolais accusent les Belges de vider les caisses avant l'indépendance. Il règne de fortes tensions tribales qui prennent des formes dramatiques au Katanga, à Léopoldville et au Kassai.
mai 1960. On vote au Congo. Ce sont les premières élections législatives. Si dans le Bas-Congo, tous les sièges sont remportés par l'Abaco et 3 sur 4 à Léopoldville, sur le plan national, le grand vainqueur reste le MNC, le mouvement national congolais de Patrice Lumumba. Aucun parti n'a obtenu une victoire suffisante pour pouvoir gouverner tout seul. Les Belges voient de plus en plus d'un mauvais œil l'arrivée de Patrice Lumumba à la tête de la jeune nation. Ils le trouvent très très extrémiste. L'impression de plus en plus grandissante est celle qui veut qu'il préfère maintenant Joseph Kasavubu au leader du MNC, qu'il trouve un peu radical. Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé. Notre gouvernement a refusé. Notre Parlement et notre peuple. Nous préférons la liberté dans la pauvreté, dans la dignité, plutôt que la richesse, dans l'esclavage, dans la servitude et dans l'indignité. Il faut reconnaître que l'option d'un Lumumba à la tête du Congo ne réjouit pas non plus l'administration américaine qui se méfie de ce leader au relent révolutionnaire. Son nationalisme ombrageux ne les rassure pas du tout. La méfiance est également de mise envers Mobutu, son jeune protégé, comme le mentionne le patron de la CIA, qui était en fonction au Congo à cette période. Dr Longombenza, vous qui avez écrit la biographie de Joseph Kasavubu et qui le connaissiez plutôt bien, comment se fait-il qu'à cette période, le leader nationaliste, Joseph Kasavubu, qui avait été jusque-là présenté comme le leader du nationalisme et comme le principal adversaire de la colonisation, ait été plus proche, ou en tout cas le préféré des autorités belges? Pourquoi avait-il plus peur de Lumumba que de lui? Les Belges avaient plus peur de M. Kasavubu que de Lumumba. Lumumba, c'était l'enfant modèle pour les Belges. Et lorsque le roi arrive au Congo, il a un aparté prolongé avec M. Lumumba à Kisangani, passant les villes à l'époque. Et tenez-vous bien, le Congo uni, c'était les ténors de cette terre, c'était M. Lumumba et les autres leaders congolais. C'est ça que les gens oublient. Beaucoup de leaders congolais étaient d'acquaintance avec la sûreté belge. Les Belges avaient plus peur de M. Kasavubu que de M. Lumumba. En fin de matinée, M. Kasavubu a annoncé à 60 journalistes que ses négociations en vue de former son gouvernement étaient terminées et qu'il comptait se présenter avec son équipe devant les chambres dans le courant de la semaine qui s'ouvre. Ainsi, M. Kasavubu, chef d'un parti qui compte seulement 12 sièges à l'Assemblée législative et qui ne contrôle effectivement qu'un district sur les 24 du Congo, M. Kasavubu a pu mener à bien en 24 heures la charge que lui avait confiée le ministre résident du Congo. En 4 jours, M. Lumumba, qui dispose de 35 sièges à l'Assemblée législative et contrôle 3 provinces sur 6, avait échoué. Pourquoi ? 2 hommes se sont imposés depuis le début de la tumultueuse période de pré-indépendance, Lumumba et Kasavubu. D'entrée de jeu, on pouvait prévoir qu'entre ces 2 fortes personnalités, la compétition serait sévère. Elle l'a été, et sans doute est-elle loin de son terme. Lumumba est un homme jeune, plein d'idées, de talent et d'avenir, mais il a un côté aventureux. Ses attaches avec Accra et Conakry paraissent bien, en définitive, l'avoir desservi dans sa lutte ardente pour s'assurer le pouvoir. Bien qu'il eût soigneusement rentré ses griffes dès qu'il fut chargé par M. Van der Merch d'une mission d'information, bien qu'il se fût appliqué à démontrer que la conférence d'Accra n'avait aucun lien avec le communisme et à passer sous silence ses relations avec Sékou Touré, on s'est apparemment souvenu dans les milieux congolais modérés de certains envois de propagande communiste adressés à M. Lumumba de Conakry. M. Kasavubu est un silencieux. À l'envoyé spécial de l'agence France-Presse en Afrique centrale, qui le questionnait récemment, le chef de l'Abaco, après quelques réponses prudentes et laconiques, a ajouté ces mots « Mon silence, c'est ma force ». Le silence n'est pas son seul mérite. L'Abaco est de tous les partis politiques congolais le mieux organisé, le plus solidement structuré et sans doute aussi le plus riche, car les cotisations sont très nombreuses, plusieurs centaines de milliers dit-on, et elles sont effectivement payées. Pourtant, la raison profonde du prestige quasi mystique dont jouit M. Kasavubu est peut-être le sentiment qu'il inspire, semble-t-il, à tous les Congolais, que, tout en appartenant à une race bien déterminée, il reste très proche de chaque habitant du Congo, qu'il est en quelque sorte leur grand frère et bien plus leur roi. Lumumba devance une évolution qui déjà se dessine, mais qui inquiète et viole les sentiments intimes de maints Congolais. M. Kasavubu, lui, est l'image sublimée des forces et des faiblesses présentes de son pays. M. Kasavubu est exactement à la même heure que le Congo. S'ensuit-il que sa victoire est certaine et durable? Ce serait s'avancer beaucoup. La rancœur de M. Lumumba est grande.
Elle peut, selon plusieurs observateurs, lui inspirer des décisions dangereuses pour l'avenir du Congo. Et Léopoldville attend la suite des événements avec une curiosité qui se mêle d'appréhension. Ici, Brazzaville, radiodiffusion télévision française, à vous Paris. Une lecture de la situation quelque peu partisane qui démontre bien de quel côté penchait le cœur à la fois des Belges et des Européens sur place. Patrice Lumumba faisait peur, mais il était pour l'instant le vainqueur des législatives, même s'il ne les avait pas remportées à Léopoldville. 2 regroupements politiques vont se former. Un autour du mouvement national congolais de Patrice Lumumba, l'autre sous l'appellation Cartel d'Union nationale autour de Joseph Kasavubu. Après une courte victoire, une confiance très très juste des chambres, 74 voix sur 137, Patrice Lumumba est désigné le 23 juin 1960 comme formateur du premier gouvernement. Dans 9 jours, le Congo belge sera indépendant. Eh bien, à 9 jours de cette grande date pour l'histoire du Congo belge, la prédominance politique de l'une des 2 grandes tendances qui s'opposent, pour ne pas dire qu'elles s'entredéchirent, la prédominance politique de l'une de ces 2 grandes tendances est affirmée, ou plutôt confirmée aujourd'hui. C'est celle de M. Lumumba, et c'est ce que va nous expliquer de Brazzaville René Branelec. M. Patrice Lumumba vient d'admettre la preuve qu'aucun gouvernement n'est possible sans lui. Cette démonstration, il l'a faite à la faveur de l'élection du bureau de l'Assemblée législative qui s'est terminée au début de cet après-midi par un succès complet pour lui, puisque le président de la Chambre et les 2 vice-présidents appartiennent au MNC Lumumba ou au parti allié. La discipline de vote a été parfaite et a mis en évidence une majorité stable de 74 voix, soit 5 voix de plus que la majorité absolue. M. Kasavubu, en joignant assure-t-on ses applaudissements à ceux de ses collègues, a montré qu'il comprenait la signification de cette première épreuve de force entre les 2 blocs opposés et il savait s'incliner avec bonne grâce devant l'évidence. Que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, la plupart des observateurs considèrent comme très probable une nouvelle rencontre de M. Kasavubu et de M. Lumumba pour mettre sur pied une équipe gouvernementale que dirigerait le chef du mouvement national congolais. Celui-ci s'est déclaré d'accord hier sur le choix par les chambres de M. Kasavubu comme chef de l'État. Mais M. Lumumba n'a jamais cassé ses préférences pour le monocamérisme et pour un régime présidentiel fondé sur une élection du chef de l'État au suffrage universel. Cependant, sa majorité n'est pas assez forte pour qu'il émette des prétentions totalement inacceptables pour ses adversaires. On peut donc penser que le plus gros obstacle politique est désormais virtuellement surmonté au Congo belge. Il est de fait que l'atmosphère s'est notablement améliorée à Léopoldville, qui va pouvoir se consacrer avec une âme plus sereine aux fêtes de l'indépendance qui dérouleront leur faste le 30 juin et le 1er juillet, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Ici, Brazzaville, radiodiffusion télévision française, à vous Paris. Et tandis que René Branelec nous parlait, qu'il nous attendait d'abord au studio pour établir la communication avec Paris et qu'il nous la passait, cela demandait un certain temps. Et pendant ce temps-là, une dépêche nous arrivait directement de Léopoldville, nous annonçant que M. Patrice Lumumba, président, comme on vient de vous le dire, du mouvement national congolais, avait été chargé de former le gouvernement, le premier gouvernement congolais, par le ministre résident, M. Gandolf van der Merch. Le lendemain de cette élection de Patrice Lumumba, comme formateur du premier gouvernement congolais, Joseph Kasavubu est élu chef de l'État par les 2 chambres réunies. Il obtient 159 voix sur 213 contre Jean Boli Kango. Les institutions sont désormais prêtes pour l'accession à l'indépendance, même si les troubles ethniques se poursuivent dans le pays, notamment dans la capitale, Léopoldville. Hier soir, des feux de joie brillaient dans le ciel de Léopoldville, où l'on célébrait l'élection du président et du premier ministre du Congo belge. Mais aujourd'hui, Yves Lejeune, des troubles se sont produits entre tribus. 13 Africains ont été blessés au cours d'une bagarre au couteau qui a éclaté aujourd'hui à la suite des fêtes qui se sont déroulées cette nuit après l'élection de M. Joseph Kasavubu à la tête de l'État congolais. 44 arrestations ont été opérées. La bagarre opposait des membres de la tribu Bakongo qui se réjouissaient de la victoire de leur leader et des membres de la tribu Bangala du Parti de l'Unité nationale dont le chef, M. Jean Bolikongo, a été battu par M. Kasavubu dans le vote d'hier du Parlement de Léopoldville. Chaque parti rejette sur l'autre la responsabilité de l'incident. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie
et émotion, le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Nous serons pour cela, dans ce vaste chantier de 14 millions d'hommes, qui est notre pays, éclairer et guider tous ceux qui œuvrent dans l'enthousiasme. C'est cette communauté d'efforts, de plein et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Nous montrerons ainsi au monde, par nos actes, que nous sommes dignes de la confiance que le peuple a placée en nous et que de nombreux pays nous témoignent déjà. Ce 30 juin, au moment où ces discours du roi Baudouin et du président Joseph Kasavubu scellent l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'on caresse partout l'espoir que cette étape sonne le glas de la division, qu'elle annonce le début d'une ère de liberté et de paix dans le pays. Les Congolais, qui célèbrent avec faste par les danses et les chants un moment historique, n'imaginent pas une seule seconde les moments difficiles qui vont suivre assez rapidement. L'indépendance que le scientifique Jeff Van Bilsen programmait pour les années 80 a été obtenue en quelques années. Une victoire, un succès que certains n'ont pas digéré. Et ils vont le faire savoir très très vite. Et c'est là par des actions spectaculaires. Nous en parlerons dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Joseph Kasavubu, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À tout à l'heure. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique à l'avocat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous serons dans ce vaste chantier de 14 millions d'hommes, qui est notre pays, éclairer et guider tous ceux qui œuvrent dans l'enthousiasme. C'est cette communauté d'efforts, de plein et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Nous montrerons ainsi au monde, par nos actes, que nous sommes dignes de la confiance que le peuple a placée en nous et que de nombreux pays nous témoignent déjà. Rien a priori ne prédisposait cet ancien instituteur qui a démissionné un jour de l'éducation nationale parce qu'il estimait que c'était mal payé pour se lancer dans la politique, à proclamer ce 30 juin 1960 l'indépendance de la République démocratique du Congo.
Remarquable parcours que celui de ce tribun qui, dès l'année 1954, alors que l'on évoque l'idée d'autonomie de son pays, que l'on la prévoit pour dans 30 ans, il est le premier à réclamer l'indépendance immédiate. C'est finalement lui, emprisonné 1 an plus tôt pour ses positions autonomistes, qui a l'honneur de la proclamer aujourd'hui devant le roi Baudouin de Belgique. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Si ce discours solennel d'indépendance du jeune roi Baudouin, qui marque un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Congo, est vécu avec émotion, avec ferveur, avec joie par l'immense majorité des Congolais, il n'a curieusement pas satisfait un homme, Patrice Emery Lumumba, le Premier ministre. Surtout que le président Kasavubu, dans son allocution, n'a pas répondu, n'a pas réagi suffisamment à son goût à l'hommage fait par le souverain belge à la colonisation. Il n'a pas non plus répondu aux mises en garde, aux conseils faits par le roi aux nouveaux dirigeants. Le président Joseph Kasavubu, par souci de calmer les esprits, pour ne pas alimenter la polémique, a même terminé son discours sans lire la partie consacrée au roi Baudouin. Une option diplomatique qui n'est absolument pas du goût du Premier ministre, qui n'a déjà pas apprécié que le président ait invité le roi sans lui demander son avis. Patrice Lumumba décide alors d'ignorer le protocole et de prendre la parole pour crier sa colère, pour dire son point de vue. Une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Ce discours de Patrice Lumumba, prononcé d'une voix calme mais ferme, sous les applaudissements de ses compatriotes, où il fait le procès de la colonisation belge et rappelle à l'assistance toutes les humiliations endurées, est vécu par le roi comme un véritable affront. Surtout que le jeune Premier ministre poursuit sans se démonter son réquisitoire. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voeux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos textes furent spoliés au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Sont ceux des Congolais qui assistent à la cérémonie. Pour les Belges, c'est un affront qu'il faut absolument laver. Le roi Baudouin et toute sa cour menacent de regagner immédiatement la Belgique, où le discours a été diffusé en direct. Mais un arrangement est trouvé un peu grâce au sens diplomatique du président Joseph Kasavubu. Le soir même au banquet, Patrice Lumumba va lire un autre discours plus arrangeant, plus complaisant, plus consensuel, écrit celui-là par le Premier ministre belge. À partir de cet instant, le monde commence à percevoir Patrice Lumumba comme le réel nationaliste du gouvernement. Et beaucoup s'interrogent également sur Joseph Kasavubu, qui a occulté une partie de son discours pour ne pas froisser le roi Baudouin. Docteur Longo Mbenza, vous qui le connaissiez bien, pourquoi n'a-t-il pas lu la partie de son discours où il dénonçait la colonisation belge? La veille, ils ont négocié par voie diplomatique
que Sa Majesté le roi Baudouin allait prononcer les discours et la réponse viendrait de M. Kasavubu. Ça, c'est des négociations par voie diplomatique et que le Premier ministre, M. Lumumba, n'était pas prévu dans le protocole. Et M. Kasavubu, comme je vous ai dit, qui avait déjà la tradition constitutionnaliste, et vous savez, les Belges eux-mêmes l'appelaient le roi, il devait faire preuve de retenue, de réserve, et entrer déjà dans l'habit de ses fonctions. Pendant la manifestation, un Belge rédige quelque chose et donne ça. C'est un socialiste belge. Il glisse le mot à M. Lumumba. Vous voulez dire que c'est pas Patrice Lumumba qui a rédigé le mot qu'il a lu ce jour-là? Il a ajouté quelques mots, mais c'est un conseiller belge, un socialiste qui lui a donné ses papiers. Et je pense que M. Lumumba a été piégé, il n'a pas compris. Et c'est en ce moment-là, avec la ferveur de l'indépendance, avec les talents de tribun qu'il avait, et il improvise le discours. C'est un Belge socialiste qui lui a donné ces mots-là. Le Congo était piégé. Quelques jours seulement après la proclamation de l'indépendance, qui devrait logiquement marquer la fin de la division, le 5 juillet 1960, c'est-à-dire 6 jours seulement après la faste cérémonie, va éclater une violente révolte au sein de l'armée. Au sein de la force publique commandée par un général belge qui entendait prouver que rien pour eux n'avait changé par l'indépendance, les esprits déjà échauffés vont s'emballer. Le seul véritable atout du pouvoir central, la force publique, est dans le chaos. On parle de violence, de menaces contre les populations étrangères, notamment belges, que Bruxelles décide d'évacuer d'urgence. La panique se répand dans tout le pays. Ici Jean-Paul Blanc qui vous parle de Bruxelles, radiodiffusion d'outre-mer. Ce matin, la triste réalité du drame congolais, je l'ai vécu à l'aérodrome de Bruxelles National. 60 enfants, pâles et fatigués, les traits tirés, débarquent en pleurant d'un super DC-7. Ils viennent de Brazzaville, ils ont traversé le fleuve. Quelques femmes portent des enfants dans leurs bras. C'est le drame, l'affolement, la cohue des familles qui se pressent le long des rambardes, les ambulances et les infirmières en tenue militaire qui savent faire. Mais écoutez plutôt les premiers témoignages recueillis au hasard. Écoutez, moi je n'ai rien pris avec parce qu'on ne le savait pas. On pensait qu'on allait loger sur les bateaux pour retourner le lendemain matin. Parce qu'il y avait, pour ainsi dire, il n'y avait rien de grave. Mais alors, on nous a mis sur les bateaux et les bateaux sont partis vers Brazza. Quand tu dis on nous a mis, c'était qui, des officiers ou des... Non, pas d'officiers, c'est des gens de Traco. Le Traco a très bien organisé ça avec le bateau qui était là. Et alors, tous les bateaux sont partis avec le plus possible de monde. Et alors, à 10h du matin, c'était fini. Les Blancs ne pouvaient plus passer. Ils ont été fouillés par les Noirs, par les policiers, enfin les soldats, les militaires. Ils prenaient les fusils et quand la tête ne plaisait pas aux Noirs, le Blanc restait là et il les battait. On les battait, on faisait tout ce qu'on voulait, enfin. Oui. Et alors, à la fin, nous autres, on a passé à 3h du matin. On est debout depuis vendredi matin, 1h30. C'est 2 gens de l'autre ACO qui faisaient la garde la nuit. Parce que la nuit d'avant, on nous avait déjà prévenus. Oui. Et alors, ces gens-là, ils sont venus taper contre les fenêtres avec des cailloux pour nous réveiller. Et alors, c'est comme ça qu'on a su qu'on devait partir. Mais on ne pensait jamais qu'on partait pour la Belgique. Au camp Reisdorf, on a pris l'arsenal. On a pris l'arsenal, oui. Les Noirs, les militaires. Oui. Et alors, ils ont tout pris. Et ils sont partis en ville avec. Ils ont fouillé l'ambassade belge. Oui. C'était dans les petites heures du matin qu'ils ont fait ça. Oui. Et alors, ils fouillaient le matin. Oui, vendredi matin. Quand, vers 8-9 heures, comme ça, ils commençaient à fouiller les Blancs. Qui passaient le bateau, qui prenaient le bateau pour Brazzaville et ils les fouillaient. Quand ils avaient un fusil, ils ne les faisaient pas passer. Et alors les gens jetaient leurs fusils dans le fleuve. Mais ils ne s'opposaient pas à la fuite des gens. Non, tout le monde pouvait partir, mais seulement ne peut plus revenir. Devant le chaos, face aux violences et au départ des Belges qui s'organisent pour rejoindre Brazzaville, le président Joseph Kasavubu et son premier ministre se battent, se mobilisent pour ramener le calme. Le chef de l'État lance un appel à Radio Léopoldville. Nous rappelons à l'armée nationale congolaise que la responsabilité que nous venons de lui confier implique
l'obligation de veiller à la protection de tous les citoyens, blancs et noirs, dans leur personne et biens, leur travail et loisirs. Des sanctions sévères seront appliquées contre tout manquement à cet impératif capital. Cet appel ne sera pas vraiment entendu par les agents de la force publique, ce qui bien sûr réjouit les colons belges qui trouvent là le moyen, la preuve que le Congo n'était pas mûr pour l'indépendance. À Brazzaville, vous n'avez pas vu de noirs autour de vous, donc? Non, rien du tout. Les noirs sont très convenables à Brazzaville. Seulement, c'est les militaires, Léo, qui veulent être patrons de tout. Comme ils ont l'indépendance, ils ne veulent plus que le blanc soit patron. Quelle a été l'attitude de la population noire, civile, disons, pendant ces événements? Normal, oui. Parce que les noirs, les boys, par exemple, ne se mêlaient pas aux militaires. C'est seulement les militaires. Oui. C'est seulement les militaires qui ont commencé. Pendant ce temps, Joseph Kasavubu et son premier ministre se déplacent sur le terrain pour essayer de calmer la force publique. Mais la situation semble leur échapper. Pour amener les soldats à la raison, Patrice Lumumba annonce alors la promotion générale d'un grade de tous et le choix des officiers par les soldats eux-mêmes. Mais cette solution ne fait qu'envenimer les choses. Beaucoup de soldats congolais ne veulent plus de leurs officiers belges. Paniqués devant les pillages et les nombreuses exactions commises par les mutins, la communauté belge s'enfuit vers la Rhodésie voisine. Patrice Lumumba démet le général Janssens qui s'opposait à toute africanisation des cadres. Il est remplacé par Victor Lundula, à la tête d'une armée nationale congolaise, l'ANC, dont le colonel Joseph Désiré Mobutu est nommé chef d'état-major. Son prédécesseur, le colonel Malance, raconte les circonstances de son choix. En fait, l'armée se trouvait sans aucun commandement. Et dans le bureau de Lumumba, il y avait son secrétaire, qui était l'homme Mobutu. C'était le seul homme qui avait une petite texture militaire. Et c'est comme ça, dans le bureau, en cherchant, il a vu, toi, il dit, toi, toi, tu prendras le commandement de l'armée. C'est comme ça qu'elle est devenue commandant-chef de l'armée. C'est parce que le hasard était voulu, qu'il était à un endroit voulu, au moment voulu, comme Lumumba a dû prendre la décision. C'était le seul qu'il avait sous la main, qui avait une formation militaire. Il a été désigné à ma place. Dans le pays, la mutinerie se poursuit. Sans attendre l'autorisation du pouvoir central, l'armée belge, toujours stationnée dans l'ancienne colonie, fait appel à un contingent de parachutistes de la métropole pour attaquer par surprise l'armée nationale congolaise. Elle dit vouloir protéger l'exode des Européens épouvantés. Ce que Joseph Kasavubu, le président, et Patrice Lumumba, son premier ministre, ne peuvent accepter. La tension est à son comble et la colère contre l'ancienne puissance coloniale également. À Ouiville-Louabourg, nous révélait hier soir l'aspect tragique d'une ville abandonnée par une armée en retraite. Quelques instants plus tard, de retour à l'aérodrome, nous assistions à une scène extraordinaire. Le vice-consul de Belgique, entouré par tous les ressortissants belges, tentait un effort désespéré pour enrayer cette panique collective. Écoutez dans son intégralité cet étonnant document. C'est ici Swingen, le consul général de Belgique, qui vous parle. Est-ce que vous m'entendez? Mes chers compatriotes, je reviens de la résidence où j'ai parlé au président de la République et au premier ministre de la République du Congo. Nous sommes arrivés à un accord signé de part et d'autre et dont j'ai le texte devant moi. Je vais vous donner immédiatement l'essentiel. Les troupes belges sont autorisées à rester au Kasaï, ça veut donc dire toute la province, pour la protection des biens et des personnes pour une période minimum de 2 mois. Vous êtes donc certains, pour une période de 2 mois, d'avoir nos parachutistes près de vous. Il vous est libre par après d'examiner la situation et de prendre une décision définitive à la lumière de la situation qui existera à ce moment. Je crois par conséquent qu'un départ hâtif dans lequel vous laissez toutes vos économies, dans lequel vous laissez tous vos biens, ne se justifie pas pour le moment. Je puis vous assurer... après avoir parlé avec les autorités de ce pays et de la province, que ces autorités sont du plus grand bon vouloir. Et je peux vous ajouter en outre
qu'ils sont fermement décidés de mettre fin à une situation qu'ils retrouvent eux-mêmes et qu'ils regrettent. Mes chers compatriotes, soyons-moi polis. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien peut-être qu'on peut s'expliquer après, mais laissez parler monsieur le conseiller. Mes chers compatriotes, la situation nouvelle qui est créée demande mûre réflexion de vous tous. Ne partez pas en coup de vent, ne posez pas un geste inconsidéré. Il n'est pas justifié pour le moment. Vous ne courez plus aucun danger. Nos parents sont parmi vous. C'est exact. Après aussi longtemps qu'ils sont là, restez tranquilles. Restez tranquilles, je vous demande. Vous avez 2 mois pour examiner la situation. Pourquoi partir ce soir? Si dans la communauté belge les esprits s'échauffent et que beaucoup souhaitent retourner dans leur pays parce qu'ils sentent que la présence de leurs parachutistes ne résout pas le problème, cette crise a également réveillé dans d'autres provinces des velléités sécessionnistes mises un court moment en veilleuse par les leaders fédéralistes. Ce chaos les arrange, du moins, est une occasion en or pour prendre leur indépendance. Le Congo, la jeune nation indépendante, est sur le point d'imploser. Nous en parlerons dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Joseph Kasavubu. Parviendra-t-il, avec Patrice Lumumba, à remettre de l'ordre? Le Congo va-t-il se diviser en plusieurs morceaux seulement quelques jours après son indépendance? Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Delphine Michaud, Lucie Bouteloup et Alain Foucault. Nous vous donnons donc rendez-vous demain, dans un court instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Camerounais des villes, des villages et des campagnes, nos cœurs battent aujourd'hui ensemble d'un même rythme. Notre drapeau national flotte partout au vent de notre joie. Vive la liberté, vive le Cameroun indépendant. Nous sommes le 1er janvier 1960, à Yaoundé, au Cameroun. Tout le pays vibre au rythme de la cérémonie et des festivités qui se déroulent dans le stade de l'hippodrome. C'est l'indépendance. Le Cameroun, après plusieurs décennies de lutte nationaliste, accède à la souveraineté internationale. Il prend enfin son destin en main. Cela se passait il y a 50 ans jour pour jour. Le Cameroun était le premier de la quinzaine de nations francophones d'Afrique qui allait accéder à l'indépendance au cours de cette année 1960.
1960-2010, 50 ans déjà. Un anniversaire symbolique qui inaugure aujourd'hui une grande année de commémoration et de bilan, puisque tout le long de 2010, nous reviendrons dans plusieurs magazines de RFI sur ces moments historiques. Archives d'Afrique vous proposera les portraits, les parcours de ceux qui ont marqué cette période des indépendances et ceux qui ont influencé le cours de l'histoire du continent pendant ce demi-siècle. Ce 1er janvier 2010, le Cameroun a donc entamé la série des festivités du 50e anniversaire que toutes les autres nations préparent depuis plusieurs mois déjà, avec de nombreuses cérémonies prévues ça et là, et même des débats, des forats pour faire le point, pour dresser un bilan d'étape. La télévision nationale, la CRTV, a récemment dépêché à Paris une équipe pour récupérer certaines archives nationales. Ce 1er janvier donc, c'est tout le pays qui est en fête, avec le regard rivé sur la capitale, où le président Paul Biya prononcera tout à l'heure un discours et où de nombreux artistes se produiront également. Nous reviendrons certainement dans les semaines à venir sur l'histoire de ce pays, mais surtout pour dresser le portrait de son premier président Amadou Ahidjo, qui prononçait ce 1er janvier 1960 la déclaration de souveraineté du Cameroun. Celui que l'on a baptisé là-bas par la suite le père de l'indépendance, le père de la nation. Mais en attendant, suite aujourd'hui de notre série consacrée à un autre président des indépendances, Joseph Kasavubu, le premier chef de l'État du Congo, celui de Léopoldville devenu aujourd'hui Kinshasa. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Nous serons pour cela dans ce vaste chantier de 14 millions d'hommes qui est notre pays, éclairer et guider tous ceux qui œuvrent dans l'enthousiasme. C'est cette communauté d'efforts, de plein et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Nous montrerons ainsi au monde, par nos actes, que nous sommes dignes de la confiance que le peuple a placée en nous et que de nombreux pays nous témoignent déjà. Cette indépendance proclamée le 30 juin 1960, qui intervient après une longue et dramatique lutte, se célèbre dans la douleur. Les Belges, devant la poussée nationaliste, devant les répressions policières qui ont choqué l'opinion nationale et internationale, ont été contraints de précipiter les choses, de se résoudre à mettre au moins officiellement fin à la colonisation. À la veille de cette proclamation de souveraineté internationale, par un habile tour de passe-passe, la Belgique a sauvegardé ses intérêts économiques. La métropole détenait un fort portefeuille de participation de près de 40 milliards de francs belges, plus de 3 fois le budget annuel congolais, dans la presque totalité des entreprises exerçant sur le territoire. Ce portefeuille aurait normalement dû revenir au nouvel État congolais n'eût été une refonte des dernières minutes des statuts de ces entreprises. En plus de cette manipulation, plusieurs milliards de dollars ont été sortis des banques et du trésor public et transférés en Belgique. Cinq jours seulement après la proclamation de cette indépendance, censée marquer la fin de la division et des tensions, le 5 juillet 1960, éclate une violente révolte au sein de la force publique, commandée par un général belge. La force publique, principal atout du nouveau pouvoir, est dans le chaos. Elle ne veut plus de ses chefs, de ses officiers belges. Elle se lance dans des pillages et des violences à travers le pays. La Belgique décide alors d'évacuer ses ressortissants. Tout le monde pouvait partir, mais seulement ne peut plus revenir.
Malgré la décision du Premier ministre Patrice Lumumba de promouvoir tous les soldats d'un grade et l'appel au calme lancé de concert avec le président Joseph Kasavubu, les violences se poursuivent. Joseph Désiré Mobutu est nommé le 8 juillet 1960 chef d'état-major des armées. Il doit entreprendre aussitôt l'africanisation de l'encadrement militaire. Sans attendre l'autorisation du pouvoir central, le gouvernement militaire belge, toujours stationné dans l'ancienne colonie, fait appel à un contingent de parachutistes de la métropole pour attaquer par surprise l'armée nationale congolaise. Il dit vouloir protéger l'exode des Européens épouvantés. Une décision que Joseph Kasavubu, le président, ne peut accepter. Son premier ministre Patrice Lumumba non plus. S'engage alors un véritable bras de fer entre les autorités congolaises et la Belgique. Ici Jacques Alexandre qui vous parle de Léopoldville. Je me trouvais à l'aérodrome international de Léopoldville, perdu au milieu du flot ininterrompu des familles belges désemparées, fuyant le Congo pour la Belgique, dans le vacarme assourdissant des avions à réaction Boeing et des appareils de tout type, décollant sans cesse à un pont aérien presque continu, lorsque j'appris qu'une haute personnalité allait atterrir quelques minutes plus tard à l'aérodrome militaire situé à quelques centaines de mètres de là. J'arrivais de justesse pour voir 3 compagnies de parachutistes belges en tenue de combat, rendant les honneurs à un officier général belge de haut grade, descendant d'un avion bimoteur. J'appris que j'avais devant moi le général Cumont, le président du comité des chefs d'état-major de l'armée belge. Je vis alors sur la droite une colonne de 4 jeeps armés de mitrailleuses lourdes, dont 2 étaient occupés par les parachutistes belges et 2 autres par des hommes de la gendarmerie militaire congolaise. C'est alors que je vis s'avancer lentement vers le parking un quadrimoteur qui venait d'atterrir quelques secondes plus tôt. Des commandements claquèrent, les parachutistes se figèrent au garde à vous, la passerelle fut avancée. Un commandant de bord de la Sabena me glissa à l'oreille que les passagers de cet avion mystérieux étaient M. Kasavubu, président de la République du Congo, et M. Patrice Lumumba, Premier ministre, dont on était absolument sans nouvelles depuis près de 3 jours. L'instant était étonnant, alors qu'à quelques centaines de mètres de là, des milliers de familles belges s'envolaient vers la Belgique sans retour à la suite des dramatiques événements que vous connaissez, les 2 leaders de la République du Congo atterrissaient à Léopoldville devant une garde d'honneur de ces parachutistes belges contre l'intervention desquels ils ne cessent d'élever les plus véhémentes protestations. M. Kasavubu et Lumumba parurent à la porte de l'appareil. Ils eurent un geste de recul devant les spectacles qui s'offraient à eux. Les généraux Cumont et Geisen s'avancèrent vers eux et les saluèrent militairement. M. Kasavubu et Lumumba restaient silencieux et après quelques minutes d'hésitation s'éloignèrent vivement, ignorant les parachutistes belges qui leur présentaient les armes. Le général Cumont les suivit précipitamment, mais les 2 leaders congolais refusaient ostensiblement contact. Après quelques minutes de véritable suspense, ils arrivèrent devant l'escorte motorisée des parachutistes belges et congolais. C'est alors que l'histoire s'écrivit sous nos yeux. Malgré les objurgations du général Cumont pleines d'émotion, M. Kasavubu et Lumumba refusèrent véhémentement toute escorte de militaires belges et tentèrent de s'éloigner à nouveau. Alors s'engageant entre eux un dialogue dramatique, je vous en retransmets cependant ce que j'arrivais à entendre. M. Kasavubu, c'est un guet-apens. Ces parachutistes vont nous faire prisonniers. Le général Cumont, Monsieur le Président, je vous supplie de m'écouter. Il ne s'agit nullement d'un guet-apens. Ces troupes sont là pour vous rendre les honneurs et assurer votre protection. Monsieur Kasavubu, nous refusons votre protection. Vous n'êtes plus ici chez vous. Nous partirons seuls. Général Cumont, Monsieur le Président, je suis ici chez vous. Je vous supplie de m'écouter. Nous n'avons nullement l'intention de vous faire prisonniers. Nous avons seulement voulu vous accueillir avec les honneurs dus à votre rang. Monsieur Lumumba, nous n'avons pas besoin de vos honneurs. Monsieur Kasavubu, partons, c'en est assez. Général Cumont, Monsieur le Président, je vous prie de nous traiter au Congo comme nous nous avons traité récemment en Belgique. Il est inadmissible d'adresser de telles paroles à un officier général belge. La tension devenait de plus en plus dramatique. Les visages étaient blêmes. Le chef de l'État et le Premier ministre s'efforcèrent de s'éloigner rapidement, tandis que les officiers belges tentaient un effort désespéré pour dénouer le drame. Un officier parachutiste d'état-major commandant le détachement de protection s'avança. « Messieurs, j'ai l'ordre d'assurer votre protection et je l'assurerai. » Refus des 2 hommes d'État congolais. Alors le drame éclata en quelques instants, la tension était trop forte. Vous êtes ici chez vous, mais regardez nos femmes à quelques centaines de mètres de là qui partent vers la Belgique. Elles ont été violées par les vôtres. Nos hommes ont été bafoués, maltraités. Votre conduite est indigne. Les Congolais, vous les Belges, vous en êtes responsables. Ce que vous avez fait, Congolais, est la honte de l'histoire, dit un officier d'état-major présent. Vous êtes ici en obéisseur, répondirent les Congolais. Le général Cumont tenta un dernier appel. Monsieur le Président, je le répète, nous ne sommes là que pour protéger nos ressortissants. Je vous en supplie, il ne faut plus que le sang coule. La situation est dramatique, aidez-nous au maintien de l'ordre. Je vous lance un pressant et dernier appel. Monsieur Lumumba, si le sang coule ce soir, vous en portez, vous les Belges, la responsabilité. Alors, à ce moment-là,
les parachutistes belges auxquels les officiers avaient donné l'ordre de regagner leur camion et qui avaient assisté impassibles au garde à vous à cette scène extraordinaire ne purent se contenir plus longtemps. L'un d'entre eux cria « Vive la Belgique, hip hip hip, hurrah !» et tous ses camarades se déchaînèrent. Écoutez. C'est pas le moment de crier. Soyez calmes et disciplinés, tout ça ne sert à rien. À ce moment-là, apparut la mission ghanéenne qui est actuellement à Léopoldville, en tête de laquelle se trouvait M. John Elliott, ambassadeur du Ghana à Moscou. M. Lumumba se jeta dans ses bras et l'embrassa devant les officiers belges interloqués. Après quelques paroles de bienvenue avec les diplomates ghanéens, M. Lumumba et Kasavubu montèrent précipitamment dans leur voiture et s'éloignèrent. L'ambassadeur du Ghana à Moscou s'approcha du général Cumont, blême, et les deux hommes se parlèrent longuement. Puis les officiers belges, ulcérés, s'éloignèrent silencieusement, et je vis, je vous le jure, un officier de parachutiste belge, en tenue de combat, éclater en sanglots et pleurer pendant plusieurs minutes après ces moments d'humiliation intenables. Profitant du chaos, de la confusion installée par cette crise, Moïse Tshombe annonce la sécession du Katanga et proclame son indépendance avant d'inviter l'armée belge à assurer la protection de son pays. Bruxelles ne se fait pas prier et ne ménage pas son aide au nouvel État sécessionniste. Il accepte l'union économique proposée par le Katanga. Il faut dire que Moïse Tshombe a toujours entretenu avec l'ancienne métropole des relations privilégiées. Il s'est toujours déclaré contre l'africanisation des cadres que prône Patrice Lumumba. Dans son manifeste de 1959, la Confédération des associations du Katanga non seulement se distinguait des autres partis en s'opposant à l'idée d'un gouvernement congolais, mais invoquait une déclaration de Monseigneur Jean-Félix Eptine, évêque du Katanga. La race noire n'a rien derrière elle. Peuple sans écriture, peuple sans histoire, sans philosophie, sans consistance aucune. D'où l'objectif de la CONACAT. Veiller à la sauvegarde de la confiance des braves gens venus nous aider à sortir de la stagnation. Une idée qui épousait le point de vue des colons qui estimaient que l'indépendance avait été accordée trop tôt aux Congolais. Aïe, le lendemain de la déclaration d'indépendance du Katanga, Patrice Lumumba demande avec le président Joseph Kasavubu l'intervention militaire des États-Unis d'Amérique pour maintenir l'intégrité du territoire congolais. Dwight Eisenhower, le président américain, refuse de leur accorder son soutien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, constatant que la paix est gravement menacée, décide du retrait des troupes belges du Congo et leur remplacement par celles de l'ONU. Mais l'arrivée des forces des Nations Unies ne va pas mettre un terme aux violences et aux troubles dans le pays. L'armée belge n'a pas été totalement remplacée. Elle continue d'intervenir dans plusieurs régions à travers le Congo. Les autorités de Léopoldville, ou plus exactement Patrice Lumumba, lancent alors un appel, un ultimatum à l'ONU qui n'a pas non plus réagi devant l'agression de la Belgique. Le Congo fera appel aux troupes russes si rien n'est fait. Allô Paris, radiodiffusion d'outre-mer, ici Jacques Alexandre qui vous parle de Léopoldville. Nouveau rebondissement de la crise congolaise. Le gouvernement de la République du Congo lance un ultimatum aux Nations Unies. Si dans 3 jours, les autorités des Nations Unies n'ont pu obtenir l'évacuation immédiate du territoire par les forces armées belges, le Congo fera appel officiellement à l'Union soviétique pour un envoi de troupes russes. Cet ultimatum, qui à l'heure actuelle n'a pas encore été rendu public, a été lancé hier soir de Stanleyville, chef-lieu de la province orientale, à 1500 km environ au nord-est de Léopoldville, où se trouvaient M. Kasavubu, président de la République, et Lumumba, Premier ministre, après une longue et parfois dramatique négociation avec un représentant des forces des Nations Unies au Congo, le général britannique Alexander, chef d'état-major de l'armée ghanéenne. L'intervention rapide au Congo de contingents de troupes étrangères de plusieurs pays indépendants d'Afrique est-elle déjà une solution dépassée qui ne satisfait plus les dirigeants congolais? C'est la question que l'on pouvait se poser légitimement hier soir, après avoir été témoin de l'irritation croissante de M. Patrice Lumumba devant la non-satisfaction de sa revendication première, l'évacuation immédiate des troupes belges engagées actuellement au Congo, maintenant que sont en place les premiers contingents internationaux,
et avoir entendu certains de ses ministres parler, ni plus ni moins, de l'échec des forces de l'ONU. En tout état de cause, cette menace catégorique de faire appel aux troupes russes dans 3 jours, si les Nations Unies ne parviennent pas à obtenir d'ici cette date le retrait des forces belges, est une donnée nouvelle dont il n'est point besoin de vous souligner l'incalculable portée. L'envoi de parachutistes belges dans les dernières 24 heures en plusieurs points du territoire de la République du Congo, notamment à Coquilletteville dans la province de l'Équateur, Balinville dans la province de Léopoldville, Bukavu et Kindu dans la province du Kivu, pour y protéger les opérations d'évacuation des ressortissants européens, l'intervention à plusieurs reprises de l'aviation de chasse belge dans le Bas-Congo contre les colonnes motorisées de la force publique congolaise mutinée, et ceci au moment même où arrivaient à Léopoldville les premières troupes internationales ghanéennes, tunisiennes et marocaines, ont incité le commandement des forces de l'ONU à envoyer immédiatement un premier contingent ghanéen à Stanleyville, où devaient les rejoindre cette nuit des soldats éthiopiens venus directement d'Addis Abeba. M. Ralph Bunche entendait ainsi éviter l'envoi des troupes belges dans le chef-lieu de la province de l'Équateur, véritable fief électoral de M. Lumumba, au moment même où celui-ci s'y trouvait en compagnie du chef de l'État, ce qui pouvait laisser craindre de graves incidents dans une ville où, malgré une tension persistante, aucun trouble sérieux ne s'est produit jusqu'à présent. Ce matin, nous venons de recevoir un télégramme qui vient de Kindu. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Nous aimerions, pour l'opinion publique internationale, donner lecture de ce télégramme. Notre chef de l'État et le Premier ministre à Stanleyville. 5 avions transportés par parachutistes belges ont atterri à Kindu ce matin, du 7 juillet, déposant une centaine de militaires belges à Kindu. Donc vous voyez la situation qui est créée au Congo, là où nous avons mis de l'ordre, là où la population est paisible, là où les relations s'améliorent entre les blancs et les noirs, les troupes belges arrivent pour provoquer les Congolais, pour exciter les Congolais, et favoriser ainsi des troubles pour que demain on dise voici les Congolais ce qu'ils sont en train de faire. C'est dans cette atmosphère tendue que les hommes d'État congolais et le représentant des forces des Nations Unies, le général Alexander, commencèrent leur entretien qui devait durer plusieurs heures et se poursuivre au du dîner. M. Kasavubu et Lumumba réaffirmèrent à leurs interlocuteurs que l'assistance demandée par la République du Congo aux Nations Unies n'avait pas eu seulement pour objectif le rétablissement de l'ordre, mais en tout premier lieu la protection du jeune État indépendant contre ce qu'ils qualifient d'agression des troupes belges. Et ils protestèrent violemment contre le fait que non seulement leur évacuation n'a pas encore commencé, malgré l'arrivée des premiers contingents internationaux, mais que bien au contraire, de nouveaux renforts métropolitains sont acheminés au Congo et que durant les dernières 48 heures, plusieurs interventions de parachutistes belges ont eu lieu en différents points du territoire. Nous pûmes nous faire une idée précise du ton de l'entretien lorsque le secrétaire d'État congolais à la défense nationale, M. Lumbala, sortant du salon où se poursuivaient les négociations, nous déclara d'un ton où perçait une vive irritation « Il n'y a rien à faire. Les forces de l'ONU ont échoué. Si nous n'obtenons pas satisfaction dans les 24 heures, nous ferons appel à une autre force. » Pressé de questions, il ajouta « Nous commençons à croire que l'ONU est à la solde des impérialistes. Nous ferons donc appel à une autre force qui, elle, n'est pas à la solde des impérialistes, à l'Union soviétique. D'ailleurs, conclut-il, notre télégramme au gouvernement russe est déjà prêt. » C'était une bombe telle que nous cherchâmes aussitôt à savoir si ces paroles du secrétaire d'État reflétaient exactement la pensée officielle du Premier ministre. Une heure plus tard, en tout cas, le général Alexander prenait congé de M. Kasavubu et Lumumba pour rentrer immédiatement à Léopoldville. Et nous apprenions que ces derniers lui avaient demandé de transmettre à M. Ralph Bunche, commandant en chef par intérim des forces de l'ONU au Congo, un véritable ultimatum fixant à 3 jours le délai exigé pour l'évacuation des troupes belges, à l'expiration duquel il serait fait appel à l'Union soviétique. Cette menace, cet ultimatum lancé par Patrice Lumumba dans un contexte de guerre froide, est celui qui va sceller son sort. Devant la rébellion katangaise, les casques bleus restent l'arme au pied. Ils ne font même plus mystère de leur opposition au gouvernement central. Le 9 août 1960, profitant de la confusion ambiante, c'est au tour d'Albert Kalonji de proclamer l'indépendance du Sud Kasaï. Il devient le roi de cette province. Simultanément, l'un des leaders provinciaux depuis longtemps ralliés à la politique confédéraliste du président Tshombe annonçait son entrée en lutte contre Lumumba. Il s'agit, vous l'avez deviné, de M. Kalonji, président de l'État minier du Sud Kasaï.
Dans les bureaux qu'il occupe à l'ombre de la résidence de M. Tshombe à Elisabethville, M. Kalonji, en tenue de combat, vient de consacrer solennellement ce matin la constitution de son État libre du sud de Kasaï, qui reçoit une constitution et peut désormais prendre des décisions. Nous partons en guerre, dit M. Kalonji, qui porte le treillis et le calot kaki. Voici notre drapeau rouge et vert frappé du V de la victoire. Voici notre armée. En effet, le président Kalonji est entouré, lorsqu'il parle, d'une sorte d'état-major composé de militaires en tenue et même de jeunes filles volontaires pour cette armée de libération. Telle est l'ambiance ce matin à Elisabethville, où l'on suit fiévreusement les nouvelles de Léopoldville. J'ajoute que le président Tshombe vient d'envoyer un télégramme de soutien au président Kasavubu pour que se réalise cette confédération qui a toujours été la thèse politique du Katanga. Ici, Elisabethville, à vous Paris. La partition du pays est désormais en marche. C'est le début de la première guerre civile marquée par l'intervention de mercenaires étrangers et une vaste opération de maintien de l'ordre sous l'égide de l'ONU. Rien n'y fait. La Belgique qui tire les ficelles jubile. Son ministre des colonies ne cache même pas sa satisfaction. Nous avons pratiqué trop longtemps le paternalisme et peut-être, j'espère que cela ne froissera personne, peut-être après avoir pratiqué trop longtemps le paternalisme, avons-nous donné trop vite l'indépendance. Le président Joseph Kasavubu, plus conciliant, moins va-t-en-guerre, va s'employer pendant tout ce temps à négocier. Il va s'essayer à l'apaisement, au retour à la raison. Mais cela ne marche pas non plus. Patrice Lumumba, qui a compris que l'ONU ne se dissocie pas de la stratégie de l'éclatement du Congo, demande le retrait des composantes européennes des forces onusiennes. Peine perdue. Il lance alors l'armée nationale congolaise dans la reconquête du sud Kasaï. Les atrocités de son armée tournent au génocide. Il faut dire qu'entre Albert Kalonji et Patrice Lumumba, c'est l'épilogue d'un vieux règlement de compte opposant les leaders des deux branches du MNC, le mouvement national congolais. Ces affrontements constituent l'une des premières décisions que ne partage pas Joseph Kasavubu, le président. archives.afrique@rfi.fr. À la fin du mois d'août 1960, dépassé, isolé par les grandes puissances, Patrice Lumumba sollicite l'aide de l'Union soviétique qui accepte tout de suite et lui envoie une assistance militaire. C'est la seconde décision du Premier ministre que ne partage pas vraiment le président Joseph Kasavubu, qui a compris qu'en pleine guerre froide, les nations du bloc de l'Ouest ne permettront jamais que le Congo bascule dans le camp communiste. Désormais donc, pour l'Occident, l'on dissocie l'action du président de celle de son Premier ministre. D'ailleurs, l'ONU et son secrétaire général Dag Hammarskjöld vont jeter le masque de la neutralité et s'opposer à la reconquête du Katanga par le gouvernement central. Inimaginable. À partir de cet instant, Patrice Lumumba est dans la ligne de mire de Washington, et il le sait. Il est sous pression, comme le raconte Lawrence Devlin, le patron de la CIA en poste à Léopoldville à cette période. C'est à lui que revenait de prendre toutes les décisions. Et je pense que c'était trop pour lui. Il était constamment sous pression. Il avait l'habitude de garder une bouteille de whisky sur son bureau et il la buvait au goulot. Je pense qu'il était en train de perdre la tête. Or, s'il échouait, le Congo tomberait entre les mains des Soviétiques. Et mon pays ne le voulait pas, je ne le voulais pas non plus. C'était l'apogée de la guerre froide. Et lui refusait d'écouter ses recommandations. Quand je lui parlais, il se contentait de boire une gorgée de sa bouteille. J'ai dû lui arracher les mains et j'ai dû la jeter contre le mur. Et là, je lui ai dit franchement, soit vous arrêtez de boire, soit vous allez tout droit à l'échec. La machine infernale est en marche pour en finir avec ce gouvernement et son impétueux, son turbulent Premier ministre. Les puissances étrangères semblent un peu plus indulgentes, moins sévères avec son président Joseph Kasavubu. La tentation est d'ailleurs grande de l'utiliser pour le fragiliser, pour le destituer. Mais l'acceptera-t-il? Ce personnage si droit, si mesuré, ce tribun nationaliste, voudra-t-il se joindre à ce complot? Nous le saurons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique.